Bonjour et bienvenue dans l'épisode Face B d'INK. Comme pour un bel album de musique, il n'est pas nécessaire d'avoir écouté la face A pour profiter pleinement des réponses de notre invité du jour. Je l'avoue, me limiter au questionnaire initial était un peu frustrant, alors j'ai continué à échanger avec INK par mail. Je lui ai posé quelques questions supplémentaires, notamment sur les livres dont vous êtes le héros. En tout cas, ma curiosité a vraiment pris le dessus et c'est ainsi qu'est née cette phase B, une sorte de bonus pour vous, mais je l'avoue aussi pour moi. Enfin bon, chers auditeurs, chères auditrices, belle écoute. Lorsque vous parlez des livres dont vous êtes le héros, je vois surtout que la plume noire ne vient pas de nulle part. Pourriez-vous en dire un peu plus sur ce processus d'écriture non linéaire ? Alors effectivement, la plume noire ne vient pas de nulle part. La plume noire, c'est un livre dont vous êtes le héros, que l'on peut appeler un gamebook en anglais, ou un Choose Your Own Adventure, si on veut faire référence à des collections prestigieuses. Bien avant la plume noire, en fait, il y a eu énormément de livres dans le genre, des collections très très vastes, racontant des récits dans tous les genres, SF, fantastique, épouvante. Il y a vraiment eu un énorme marché à un moment qui s'est un peu effondré aujourd'hui. Les jeux vidéo, j'ai envie de dire, simplement ont remplacé ces choses-là. Mais il ne faut pas oublier que, je crois que ça remonte à Raymond Queneau carrément, il ne faut pas oublier que ce principe comme ça d'écriture non linéaire, de récit non linéaire, est très intéressant et qu'on lui doit, je pense, tout un pan du jeu vidéo. C'est-à-dire qu'encore aujourd'hui, on a des jeux vidéo qui ressemblent un petit peu à des films dont on pourrait altérer le récit simplement en faisant des choix. Donc je ne peux pas dire que les livres dont vous êtes le héros ont disparu, j'ai envie de dire qu'ils se sont intégrés en fait aux nouveaux médias. Ils sont une part des jeux vidéo. Alors j'ai dit Raymond Queneau, mais je dois préciser une chose, c'est que si on fait des recherches bien avant Raymond Queneau, dans d'autres cultures, on trouvera des récits qui déjà tentaient comme ça d'être un petit peu narratifs et de proposer des choix comme ça et de sortir justement de l'obligation de suivre un récit immuable jusqu'au bout. Pour faire court, après Raymond Queneau, on a eu deux Anglais, Steve Jackson et Ian Livingstone, qui vont s'emparer un petit peu du marché, alors d'une façon absolument pas préméditée, puisque en fait, leur but à eux, au départ, c'était de faire comprendre un jeu de rôle créé par Guy Gygax qui s'appelait Donjons et Dragons. Et leur bonne idée, ça a été de créer une sorte de manuel. Et ce manuel ressemble finalement à un livre dont vous êtes le héros. Donc, il s'appellera Firetop Mountain. C'est The Wizard of the Firetop Mountain. C'est en français le sorcier de la montagne de feu. Et en fait, ce livre, qui va se vendre énormément, va engendrer toute une collection de livres dont vous êtes le héros, dont le logo sera Fighting Fantasy, en français, les défis fantastiques. Ces deux auteurs, Steve Jackson et Ian Livingstone, vont se retrouver un petit peu coincés, c'est-à-dire qu'ils devront écrire des histoires tout le temps, parce que ça marche énormément, et évidemment, ils ne veulent pas laisser tomber la poule aux œufs d'or, mais ils vont être contraints de faire intervenir d'autres auteurs. Et par un droit seigneurial un peu particulier, c'est leur nom toujours, Steve Jackson et Ian Livingstone, qui seront cités, qui seront écrits, qui seront affichés en tête de couverture, alors qu'en fait il y a d'autres auteurs qui vont travailler avec eux, ce qui est un peu dommage, parce qu'il y a de grands noms comme Jonathan Green, en fait très doués, que l'on découvrira plus tard, parce que les auteurs étaient un peu cachés. Voilà, il ne faut jamais faire ça. Voilà, si vous êtes producteur, eh bien il faut rendre à César ce qui lui appartient, c'est-à-dire que vous devez reconnaître aux artistes qui vous entourent le talent qu'ils ont. J'ai un exemple comme ça, c'est George Lucas sur l'Empire contre-attaque qui affiche le logo sur le générique. Ça, personne ne l'a jamais vu parce que ça a été refusé, mais le générique commençait par le logo Lucasfilm et le nom du réalisateur Irving Kirchner, si je dis pas de bêtises, était tout à la fin du générique. Voilà, lui ça le dérangeait pas parce que il disait pour lui c'était chouette parce que les gens applaudissaient à ce moment-là. Mais évidemment ça a été très mal vu et il a même reçu une amende. Voilà, donc il y avait un organisme comme ça dans le cinéma américain qui a empêché les producteurs de s'accaparer les œuvres et de cacher le nom des artistes. Voilà. Mais en fait ce sont des dynamiques desquelles on ne sort pas. Les gens qui ont l'argent et les gens qui produisent ne peuvent pas s'empêcher, peut-être parce qu'ils subissent leur ego, ils ne peuvent pas s'empêcher de cacher en fait les gens qui font les choses et de mettre leur nom en avant pour donner l'impression que c'est eux qui ont tout fait, ce qui est jamais le cas. Voilà. Pour ce qui est donc du récit non linéaire,
Je parlais de jeux vidéo et c'est important de le préciser. Et ça a un rapport aussi avec La Plume Noire, puisque La Plume Noire n'est pas seulement un hommage que je rends au livre dont vous êtes les héros, mais c'est aussi un hommage que je rends à tous ces jeux vidéo qui s'inspiraient ou qui étaient faits de la même manière que les livres dont vous êtes les héros. Il faut se souvenir qu'il y a deux grands courants dans le jeu vidéo. Il y a ce que j'appelle le jeu dynamique et le jeu narratif. Le jeu dynamique, c'est Pong, voilà, pour ceux qui s'y connaissent très peu. Souvent, on cite Pong comme étant le premier jeu, alors qu'il y a eu Spaceware avant lui et quelques autres, voire même si on remonte encore plus loin, on avait au Japon ce qu'on appelle les Elemeka, qui sont en fait des jeux vidéo, pas vraiment vidéo, ce sont des jeux en fait on va dire dans un carré de verre, et où les sprites étaient remplacés par des maquettes, parce que c'était bien avant le jeu vidéo. Et en fait, vous aviez par exemple, vous pouviez jouer un avion qui était d'une petite maquette que vous faisiez bouger avec une manette, et cet avion volait au-dessus d'une série de nuages qui défilaient, vraiment comme un scrolling dans un jeu vidéo, sauf qu'en fait c'était des jeux de miroir, et ces nuages c'était en fait un rouleau qui roulait, qui vous donnait l'impression d'avoir effectivement un avion qui volait au-dessus des nuages, et vous deviez éviter les tirs ennemis. Donc c'était un shoot 'em up, ce qu'on appelle aujourd'hui un shoot 'em up, mais sans pixels, voilà, c'est-à-dire que tout était fait avec des petites maquettes et donc de la mécanique, et ça s'appelait les Elemeka. Donc si on remonte très loin, on peut toujours trouver des filiations comme ça, c'est-à-dire des ancêtres qui ressemblent et fortement à ce qu'on a produit par la suite. Et pour les récits non linéaires, on a eu par exemple, il y a eu deux jeux vidéo, c'est Oregon Trail, qui était, avant d'être un jeu vidéo, c'était compliqué, je crois que c'était des séries diapositives, voilà, c'était un professeur qui avait inventé ça. Et on a eu Colossal Cave Adventure, voilà, qui lui par contre ressemble davantage à un jeu vidéo, qui sont en fait des textes qui vous racontent, qui décrivent les lieux et qui vous laissent à la fin des choix. Par exemple, vous êtes dans une grotte, vous pouvez allumer une torche, vous pouvez sortir de la grotte, vous pouvez ouvrir le coffre qui est là. Et toutes ces choses-là vont engendrer d'autres jeux vidéo. Je pense par exemple à toute une génération d'ordinateurs qui a dû commencer avec le ZX Spectrum, le Commodore 64 et l'Amstrad 6128, enfin l'Amstrad CPC, que ce soit le 464, le 664 ou le 6128, c'est la même chose, même si je préfère le 6128 parce qu'il y avait des disquettes, c'était mieux. Mais ces machines-là, en fait, vont avoir énormément de jeux dans ce genre-là, c'est-à-dire des jeux... moi, j'aime bien... Alors, les livres dont vous êtes le héros, j'aime bien appeler ça les livres de rôle. Et en fait, c'est un peu l'équivalent dans les jeux vidéo. L'équivalent, ce serait jeu de rôle. Mais aujourd'hui, ça prête à confusion parce que quand on parle de RPG, donc Role Playing Game, on parle de jeu de rôle, sachant que un RPG, c'est pas vraiment un jeu de rôle. Voilà, c'est pas un jeu où on fait forcément des choix qui vont altérer le récit. Puisque si vous prenez par exemple les Final Fantasy, le scénario, vous allez très peu le changer. En fait, vous allez surtout changer votre équipement, changer les compagnons qui vous accompagnent. Vous avez des choix de gestion en fait finalement, mais c'est pas des choix narratifs. Voilà, vous allez pas pouvoir changer la fin, ou en tout cas très très peu changer la fin du jeu. Et on a eu donc des jeux comme ça, donc des jeux narratifs avec des choix. On en a eu beaucoup, et il faut se souvenir qu'on a eu des boîtes comme Ubisoft, Lancor, Level 9, Logiciel, Air Informatique et d'autres, voilà, que j'oublie parce que là je dois aller vite, mais il y a eu énormément de sociétés qui ont fait des jeux qui en fait nous proposaient des écrans de visionnement, c'est-à-dire qu'on avait un écran qui était un paysage très souvent, donc je dis de visionnement parce qu'en gros il faut comprendre que ces jeux au départ étaient seulement réalisés avec du texte, et ensuite avec l'évolution technologique des machines, on a commencé à intégrer des graphismes. Donc on avait des écrans fixes vraiment, avec une seule image, par exemple on pouvait voir je sais pas, un rocher, un palmier, un bord de plage, et vous aviez en dessous une petite zone de texte qui vous proposait d'agir sur ce paysage, par exemple, je sais pas, monter au palmier, aller dans l'eau, creuser dans le sable, voilà. Et on pouvait même à une époque écrire carrément le texte et proposer des choses à l'ordinateur, sachant que évidemment les choix étaient limités, mais il y avait une sorte d'illusion de liberté tout à fait grisante. Donc il y a eu des jeux comme SRAM, Lille, Orphée, Zombie d'Ubisoft, Le Pacte de Logiciel qui a été développé par Eric Chahi, ou Le Manoir de Morteville, voilà, qui sont très célèbres, donc ça c'est de l'encore. Voilà, c'était des jeux qui faisaient rêver beaucoup de gens, mais qui aujourd'hui ont disparu. Et moi, c'est ces jeux-là, en fait, qui m'ont vraiment le plus marqué. Et je suis toujours ravi quand je vois des jeux qui se rapprochent de ça. D'ailleurs, à tel point qu'à une époque, lorsque les ordinateurs étaient tombés en désuétude, j'avais une console de jeu très japonaise qui s'appelait la PS Engine, et sur la PS Engine, il y avait ce qu'on appelait des digital comics. Et les digital comics, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui des visual novels, et c'est très proche, en fait, des jeux comme SRAM,
zombies, etc. C'est-à-dire que c'est des jeux avec une image fixe, plus ou moins fixe, parce qu'à ce moment les machines étaient plus puissantes, souvent il y avait des petites animations. Je pense au Snatcher de Hideo Kojima par exemple, mais aussi Police Note, toujours de Hideo Kojima. On pouvait comme ça intervenir sur les événements, choisir, par exemple dans Snatcher, on joue une sorte d'enquêteur à la Blade Runner et on peut carrément rentrer chez soi pour aller se raser. Voilà. Donc il y a un côté, entre guillemets, open world, c'est-à-dire qu'on est libre de faire pas mal de choses. Et c'est ça que je trouvais merveilleux. En fait, c'est un peu comme des films ou des animés ou des mangas ou des bandes dessinées dans lesquelles on peut interagir sur les événements et j'aimais beaucoup ça. Donc La Plume Noire, c'est un hommage à tout ça. Donc pour ce qui est du processus d'écriture, il est à la fois simple et complexe, c'est-à-dire qu'il faut tout simplement décrire des lieux. C'est-à-dire que vous devez créer des lieux, vous devez créer, par exemple, vous créez un château, un plan de château, avec les corridors, les salles, les escaliers, la cave, les oubliettes. Vous faites un vrai schéma, et ensuite, vous devez transformer ce schéma graphique avec tous ces lieux en texte. Donc vous devez décrire exactement le lieu. Ensuite, vous devez permettre au lecteur de choisir quel lieu il veut visiter avant d'autres, et en suivant la cohérence architecturale, c'est-à-dire que vous pouvez pas comme ça passer d'une tour qui se trouve, je sais pas moi, vers l'est à une autre tour qui est à l'autre bout du château vers le nord. Il y a quand même voilà cette liberté assez incroyable que l'on peut produire juste avec des lettres, des mots et des phrases. Ouais, et je trouve ça passionnant, voilà. Et donc, quand j'ai écrit La Plume Noire, j'ai pas essayé de faire mieux que mes illustres ancêtres, dont certains étaient vraiment incroyablement talentueux. Non, c'est un hommage, c'est-à-dire que moi, tout ce que je veux, c'est en fait quelque part évoquer les événements ou les lieux ou les petites tournures de phrases, mais aussi les petits principes qui s'appliquaient à tous les livres dont vous êtes le héros, ou les Choose Your Own Adventure, qui était une collection qui était là avant. Je crois que j'aurais honte de me comparer à toutes ces personnes qui avaient beaucoup de talent et qui écrivaient ces livres. Mais je crois que quand on aime beaucoup quelque chose, on ne peut pas s'empêcher de vouloir le reproduire. Enfin, moi, en tout cas, enfant, j'étais comme ça. Et donc, en obéissant très servilement à ce précepte-là, je continue en fait de donner vie à des choses qui sont les échos d'autres choses qui m'ont fait rêver. Je me rappelle justement qu'en vous écoutant par le passé, je m'étais posé la question de la différence entre enseignement et éducation. L'instruction nationale devenant éducation nationale, l'école a pour but d'inscrire de futurs citoyens dans la société. Elle ne le fait pas dans une horizontalité comme l'on pourrait le voir dans l'éducation populaire, mais plutôt en voulant faire rentrer des gens dans des cases. Est-ce que justement c'est de ça dont très jeune vous vous êtes rendu compte et vous a amené à arrêter de jouer ce jeu en étant le premier de la classe ? Alors non, je n'ai absolument pas réalisé ce que je faisais, ce n'était ni prémédité, ni maîtrisé. Enfin, quand je suis arrivé en 6e, ça s'est fait indépendamment de ma volonté. C'est-à-dire que très vite, je me suis dressé en fait contre l'autorité, mais tout simplement parce que je ne me sentais pas bien. C'est aussi simple que ça. C'est-à-dire que c'est vraiment un sentiment, c'est quelque chose de très instinctif. Voilà, c'est-à-dire que j'avais l'impression de devenir une sorte d'esclave. J'avais l'impression qu'on essayait de me diriger vers un endroit qui ne me plaisait pas. Et j'ai pas du tout, j'avais pas l'esprit pour à ce moment-là pour politiser tout ça. Je n'étais pas dans la démarche, vous savez, que l'on peut avoir aujourd'hui en se disant que l'école finalement elle filtre et elle essaie de garder un maximum d'ouvriers parce qu'on a besoin de beaucoup plus de main d'œuvre et donc elle va être très très dure parce que des chefs d'entreprise on n'a pas besoin de beaucoup. Donc on va briser les jeunes très tôt en leur faisant croire qu'ils sont des incapables, ce qui n'est pas le cas. Et donc la société fait beaucoup ça, c'est-à-dire qu'elle brise en fait les esprits parce que c'est plus malléable. Quelqu'un qui est brisé n'a plus d'ego, donc l'expression personnelle c'est quelque chose que le système n'apprécie pas beaucoup. Donc c'est plus pratique pour le système en place de voir des gens penser de la même manière, de voir des gens qui pour se divertir restent devant leurs écrans et ne réfléchissent pas plus que ça. C'est dangereux. Un individu qui réfléchit peut être très très dangereux. Donc ça, la société l'a compris, elle se protège, elle n'est pas sotte, la société. Elle a bien compris qu'il valait mieux créer des ouvriers
dociles, plutôt que des artistes, on va dire, un peu rebelles. Ça m'est venu naturellement, je ne réfléchissais pas du tout à tout ça. Je crois que j'ai absolument pas choisi. Simplement, je n'arrivais pas à le faire. C'est-à-dire que on me demandait de faire une chose qui allait contre ma personnalité, tout simplement. C'est-à-dire que j'étais très jeune à ce moment-là, hein, donc je devais avoir un peu plus de 10 ans, en 6e. Et je ne comprenais pas ce qu'on me demandait, tout simplement. J'avais l'impression que ce n'était plus l'école que j'avais connue. C'est-à-dire que jusqu'au CM2, il y avait une sorte de cohérence. Je comprenais bien qu'on m'apprenait des choses. À partir de la 6e, j'avais l'impression d'être à l'armée, pour le faire simple. C'est-à-dire que j'avais vraiment l'impression qu'on devait se ranger, être en ordre, obéir. Et c'est un petit peu comme si on m'avait trompé, en fait. Voilà, j'ai eu l'impression qu'on me disait quand j'étais, on va dire du CP au CM2, on me disait voilà, on va t'apprendre des choses à votre rythme, c'est-à-dire que chaque élève, s'il y a un élève qui comprend pas bien, on va pas le mettre à l'écart, on va lui apprendre. Et j'ai l'impression qu'en 6e, c'était un peu le contraire. Il y avait moi je dirais qu'il y avait un manque de respect des enfants, enfin je le vois comme ça, hein. Mais j'ai l'impression que les professeurs, alors c'est pas de leur faute forcément, hein, mais je pense que le système n'aide pas les professeurs à faire leur travail. Voilà, c'est comme ça que je le vois. Et je pense que les professeurs sont autant des victimes que les élèves. C'est-à-dire qu'ils sont assujettis à un rythme et ils sont assujettis à une rigueur désagréable qui fait que très très vite on aura des enfants qui seront laissés pour compte, c'est-à-dire ce sont des derniers de la classe ou des enfants que l'on traitera d'idiots. C'est-à-dire que je pense qu'il y a des enfants très intelligents qui ont été brisés parce que l'école ne cherche pas à aller dans le sens de leur capacité, mais à leur imposer un moule dans lequel ils doivent rentrer. Et je trouve ça un peu triste, voilà. Mais après, encore une fois, on pourrait m'opposer le fait qu'on ne peut pas s'occuper de tout le monde, je suis d'accord avec ça. Le fait que la société doit aller vite, et c'est vrai que la société veut aller toujours de plus en plus vite, elle doit produire, elle doit surproduire, elle doit capitaliser. Je comprends ça, mais il n'empêche que je trouve ça tragique, voilà, et donc je ne peux pas le dire autrement, mais je ne suis pas naïf. Je sais bien qu'on est dans un système qui va être très très difficile à endiguer. Mais j'avoue que un rêve c'est un peu fort, mais un de mes désirs, ce serait qu'on œuvre quand même dans ce sens. Voilà, je suis pas certain que ce soit une bonne chose de courber les chines devant des idéologies, devant des philosophies, devant des dogmes qui nous déplaisent. Je veux dire, à un moment, il faut se dresser et dire je ne suis pas d'accord et peut-être proposer autre chose, voire travailler à trouver quelqu'un qui pourrait proposer autre chose. J'ai envie de dire que personne n'aime se soumettre et par conséquent, ma réaction n'a rien de surprenant. Peut-être que ce qui est vraiment surprenant, c'est pas tant que des individus comme moi, parce qu'évidemment je suis pas seul, on est très nombreux, je pense, à avoir été comme ça. Ce qui est surprenant, c'est pas que des enfants se rebellent. Je pense que ce qui est surprenant, c'est que au contraire, tous les autres acceptent. Petit instant joué sur les mots, peut-être, mais à un moment, vous parlez de l'importance du dosage. Justement, qu'est-ce que vous osez dans votre écriture ? Qu'est-ce qui vous fait sortir de vos sentiers battus, vous challenge ? J'ai l'impression qu'il m'est presque impossible de répondre à cette question parce que je crois qu'il n'y a pas plus compliqué que d'être capable de détacher son regard de l'auteur que l'on est. C'est-à-dire que se juger soi-même, ça me paraît impossible. On peut se corriger, même si c'est très difficile, parce que, hélas, on s'habitue à ses erreurs, c'est comme ça, un auteur s'habitue à ses travers, qui parfois n'en sont pas d'ailleurs, hein. Certains de nos travers font partie de notre personnalité ou de notre style, hein. En tout cas, ça rend bien des services de pouvoir le penser, et, mais c'est très compliqué, voilà, de pouvoir se détacher de ce qu'on fait, et d'avoir un avis, je pense, objectif. Savoir ce qui fait que ce que je fais sort des sentiers battus, c'est difficile. Je peux dire que je ne sais pas si ce que je fais sort des sentiers battus, mais je suis sûr d'une chose, c'est que je suis quelqu'un d'un peu décalé dans la vie. Par conséquent, il n'est pas impossible que ce décalage se ressente dans ce que j'écris. Moi, je suis pas quelqu'un de très sociable, et je suis pas quelqu'un qui admire l'être humain. C'est-à-dire que je suis très impressionné par notre cerveau, nos capacités scientifiques, nos capacités d'explorateur, de découvreur. Je trouve ça brillant, vraiment. J'admire le modernisme, en fait, à partir du moment où il est au service de tout le monde et pas de quelques privilégiés. Donc,
j'admire cette parcelle de l'humanité, mais je suis l'animalité en fait. J'ai pris des distances avec ça. Je suis un peu difficile. C'est-à-dire que les principes d'émotion, de sentiment, c'est quelque chose qui aujourd'hui m'émeut moins. C'est le cas de le dire. Voilà, donc j'ai moins de sentiments pour les sentiments. Et par conséquent, il n'est pas impossible. Et encore une fois, je ne peux pas juger ce que je fais, mais je dis qu'il n'est pas impossible que dans ce que j'écris, mes personnages soient plus atypiques, plus particuliers que dans la plupart des récits classiques. Moi, j'ai l'exemple de Saxe-Koptein, par exemple, qui est un personnage récurrent et important dans Orion. Et ce personnage, je pense, est assez atypique, vraiment. Je pense qu'il ressemble à rien d'autre. C'est un personnage, on ne sait pas vraiment sur quel pied danser lorsqu'il s'exprime. On ne peut jamais vraiment prédire ce qu'il va faire. Il est assez étrange. Et j'ai pas de cas de figure vraiment dans d'autres œuvres, dans d'autres mangas, dans d'autres bandes dessinées, dans d'autres films ou livres. J'ai pas de cas de figure similaire. Voilà, c'est-à-dire je ne vois pas d'autres Sarx. Et donc je pense que peut-être que s'il y a une différence ou s'il y a une étrangeté ou s'il y a quelque chose qui sort du lot dans ce que je fais, elle est peut-être à ce niveau-là. Mais je peux vraiment pas le savoir. J'ai souvenir, lorsque j'avais écrit les premiers tomes d'Orion, de dire à ma dessinatrice, et elle s'en souvient, peut-être que j'ai écrit un nanar, mais je ne le sais pas. Donc c'est pour vous dire à quel niveau les auteurs ignorent ce qu'ils font. Tout ce que je peux dire, c'est qu'un auteur doit être sincère. C'est-à-dire qu'il ne doit pas essayer de surfer sur des tendances. Il ne doit pas essayer de toucher le public avec ce que le public connaît déjà. Il doit prendre des risques. Un auteur doit avoir le courage de faire quelque chose qui lui semble être différent de ce qui a été fait. Alors s'il manque de culture, il peut se tromper, il peut faire quelque chose qu'il croit différent qui ne le sera pas. S'il a suffisamment de culture, eh bien il sait beaucoup de choses qui ont été faites, et s'il sait toutes ces choses qui ont été faites, alors il sait ce qu'il doit faire qui n'a pas été fait, ce qui peut déjà beaucoup aider. C'est-à-dire que déjà on peut avoir de l'insolite, de l'original, chez un auteur qui a beaucoup lu, beaucoup écrit, parce que c'est important aussi de savoir raconter les choses. C'est pas le tout en fait d'avoir la culture qui permet de savoir ce qui est original. C'est aussi important de pouvoir conserver cette originalité à l'écrit, voire même de l'exacerber. Donc je le redis, je vais finir avec ça, mais j'ai commencé avec ça. C'est très difficile de se juger soi-même. C'est déjà compliqué de se corriger, parce que, comme je l'ai dit, on a des travers et que nos travers nous sont personnels et qu'on ne les voit pas forcément. Mais se juger soi-même, porter un jugement critique et peut-être même, j'ai envie de dire, réfléchir sur ce que l'on fait, c'est très très difficile. Et on le sait, quand on crée une œuvre, quand on réalise un film, quand on écrit un livre, parfois on croit avoir fait la plus belle chose que l'on a fait de notre vie, et ça ne marche pas du tout. Et puis il y a des auteurs qui parfois font des choses un peu légèrement, sans vraiment se poser de questions, et ça peut avoir un succès phénoménal. Donc c'est très très difficile de connaître les tenants, les aboutissants de tout ça. C'est voire même impossible de créer une équation de la réussite. C'est aussi pour ça que j'ai un peu du mal avec les livres qui nous disent voilà, je vais vous apprendre à écrire, je vais vous apprendre à dessiner, je vais vous apprendre comment devenir un auteur. J'ai un peu du mal avec ça. C'est un peu, pour rester gentil, c'est un peu du flan, voilà. Tout ce que je peux dire, c'est que comme vous l'entendez, je suis peut-être quelqu'un d'un peu étrange. D'ailleurs, si vous m'entendez là et que vous entendez quelqu'un qui a des propos un peu bizarres, eh ben alors ça signifie que peut-être, possiblement, mes scénarios sont un peu bizarres. Mais si depuis le début du podcast, les personnes qui m'écoutent se disent bon bah oui, c'est quelqu'un d'absolument normal, il y a rien y a rien qui ressorte, qui fasse qu'il est différent des autres, alors il est possible que ce que je fais est absolument standard. Mais c'est à vous d'en juger, pas à moi. À propos du métier passion, la question de l'exploitation est très pertinente. J'aurais cru que vous auriez pu faire un lien avec l'édition japonaise, notamment vis-à-vis des mangas. Le regard de l'éditeur, la pression de l'hebdomadaire, du mensuel, de l'attente du public avec la notation des personnages. Pensez-vous cela pertinent d'en dire quelques mots de votre part ? Alors oui, effectivement, il y aurait beaucoup de choses à dire sur les auteurs japonais. Déjà, ils ont un rythme très particulier, tout le monde le sait, c'est-à-dire qu'ils surproduisent. Il y a énormément d'auteurs japonais qui produisent des séries en même temps, au jour le jour, et donc on se retrouve avec beaucoup de récits pré-publiés, donc on a vraiment l'embarras du choix au Japon, ce qui n'est pas forcément une bonne chose, mais le Japon est habitué, et je doute qu'il revienne en arrière sur ces choses-là. Ensuite, il faut comprendre que ce rythme est très compliqué à tenir, mais surtout
c'est très difficile pour un jeune auteur de sortir du lot, parce qu'il y a tellement de productions en même temps, que très souvent, dans les premiers tomes, voire même dans le premier tome, on a une sorte de faux scénario, c'est comme ça que je l'appelle, c'est-à-dire qu'on tente comme ça d'intéresser le lecteur avec un scénario qui en fait ne va pas durer longtemps. C'est juste une accroche pour lui dire, voilà, adhère à ma série et continue d'acheter ou continue de lire la suite. Et très souvent, j'ai un exemple en tête qui est un très bon exemple, c'est Berserk. Voilà, les 3 premiers tomes de Berserk sont presque dissonants avec la suite, et c'est pas la seule fois où je vois ça. Donc il faut évidemment être plus... il faut accepter en fait les petites maladresses comme ça des auteurs japonais, d'autant pour les débuts mais aussi pour la suite, parce que au Japon les auteurs n'ont pas toujours le temps d'écrire leurs scénarios, ils n'ont pas toujours de scénaristes avec lesquels ils travaillent, et donc on a cette écriture, j'ai envie de dire presque graphique, c'est-à-dire qu'on a des schémas qui se reproduisent tout le temps, et on a des récits qui finissent par se ressembler les uns les autres. Et c'est difficile d'imputer ça aux dessinateurs qui font un très très bon travail, mais en même temps, moi en tant que consommateur, ça m'est difficile souvent de terminer une œuvre, parce que je vois tous les problèmes qui sont justement le résultat d'une politique éditoriale pas toujours très souple. Voilà. Et c'est peut-être pour ça que j'ai moins parlé du Japon et davantage de l'Occident. Il faut aussi se rendre compte d'une chose, c'est que les Japonais, certes, ils sont en enfer, mais d'abord c'est un enfer qui est bien structuré, c'est-à-dire que lorsqu'ils travaillent, ils ont des assistants, ce qui n'est pas le cas donc en Europe, enfin en Occident. Et ensuite, lorsque les Japonais voient leurs œuvres reliées, donc sous forme de livres, à couverture souple, ce qu'on appelle les tankobon, le salaire peut devenir très généreux. C'est-à-dire qu'à partir du moment où un manga est édité sous forme de livre, souvent le mangaka à ce moment-là commence à vivre très bien. Voilà. Je dirais que contrairement à l'Occident, même si c'est difficile pour un mangaka, il y a une lueur au bout du tunnel. Alors qu'en Occident, au bout du tunnel, il y a un autre tunnel. Voilà, c'est pour ça que je préfère parler de l'Occident, parce que d'abord, je pense que beaucoup de gens sont renseignés sur ce qui se passe au Japon, mais je crois qu'on ne parle pas assez, en fait, des contraintes éditoriales, des répartitions relativement pingres, pour le dire gentiment, des droits d'auteur, et il serait peut-être temps d'en parler davantage. Question très simple, très rapide, mais est-ce que créer, c'est subsister ? Créer, c'est subsister. Je ne le dirais pas comme ça. Je crois que créer, c'est s'évader. Je sais qu'on utilise le terme davantage pour le divertissement, et divertir, donc occuper l'esprit, donc s'évader du réel. Mais en fait, pour moi, la création, l'écriture, parce que c'est le métier qui me concerne, mais le dessin aussi, évidemment, tous les métiers créatifs sont beaucoup plus accaparants, voire même aliénants que la plupart des divertissements. Aujourd'hui, les jeux vidéo coûtent une fortune, il y a de grandes équipes qui travaillent dessus, vous avez des experts qui travaillent pour faire en sorte que le joueur soit complètement accaparé, qu'il n'ait pas une seconde à lui, qu'il soit immergé dans le jeu. Mais en fait, malgré tous ces efforts, malgré toutes ces années à développer des jeux vidéo, on n'arrive pas à surpasser la création. Le fait d'avoir un esprit qui décide de réaliser un beau dessin, qui décide de faire une belle sculpture, qui décide d'écrire une belle page, c'est le divertissement ultime quelque part. Et ce qui est drôle, c'est qu'en fait c'est pas du divertissement, c'est de la création, et c'est ensuite on peut en faire du divertissement, mais c'est de la création. Et donc il y a cette beauté en fait dans l'art de s'appliquer, cette beauté qui nous extrait du monde. Voilà, moi je pense vraiment que la création c'est ça en fait, c'est une forme de psychofugue, comme dirait David Lynch. C'est une fugue en fait du réel, mais c'est une fugue qui me semble bénéfique. Je pense que c'est, vous savez, on entend souvent parler de gens qui font du yoga ou qui arrivent comme ça à se détacher de la réalité. Mais en fait, pour moi il y a un petit peu cet effet-là, et c'est bien plus puissant que dans un jeu vidéo. Le livre est pas mal. Le livre est pas mal. Ouais, le livre est un divertissement. D'ailleurs, je n'appelle pas ça un divertissement. C'est une étude, un livre. Vous voyez, c'est presque comme une école, un livre. Vous allez apprendre des choses. Vous allez découvrir la personnalité ou le point de vue d'un auteur. C'est passionnant. Le livre se débrouille bien. Et je pense que je le mettrai deuxième dans les portes de sortie de la réalité. D'abord, il y a la création, l'acte de créer, de construire quoi que ce soit, qui est très accaparante pour l'esprit.
Ensuite, je mettrai le livre. Et après, là, ça se discute. Le film, le jeu vidéo, ce sont des choses qui se valent plus ou moins. Mais oui, l'acte de créer, c'est une manière de s'évader. En résumé, je dirais que créer, c'est s'extraire. Donc s'extraire du quotidien, de la communauté humaine et du monde. Mais aussi de soi-même, voilà. C'est s'extraire du temps, finalement, aussi, puisque le temps passe beaucoup plus vite quand on crée, bien plus vite que quand on joue à un jeu vidéo. Créer, c'est du coup, le temps, c'est le rythme, donc c'est installer un rythme, un ton, une logique qui n'appartient qu'à celui qui crée. Donc c'est amusant, vous êtes enfermé avec votre propre temps. Voilà, donc il y a un différentiel qui vous est très personnel, les physiciens me comprendront. Enfin, je dirais que créer, c'est prendre le risque de ne pas être les autres aussi. Voilà, ça c'est bien aussi. C'est-à-dire on est enfermé avec soi-même et dans son monde intérieur et il faut être capable de s'isoler, donc isola l'île, comme dit Alain Damasio, et de s'isoler complètement pour arriver à sortir la quintessence de ce que l'on est. Alors bon, si on est quelqu'un de pas brillant, ça sera la quintessence un peu rustique d'un esprit peu agréable, mais pour quelqu'un qui aurait beaucoup de choses à dire, qui aurait un esprit vif et éclairé, alors ça sera passionnant pour tous ceux qui auront la chance de pouvoir lire ses écrits ou voir ses dessins ou voir ses sculptures. Voilà. Créer, c'est prendre le risque de ne pas être les autres. Voilà, et cette pensée laconique sera ma conclusion. Lorsque vous parlez de divertissement, d'amener à regarder ailleurs, n'est-ce pas également en cela que l'art devient un regard sur la société, de ce que l'on nous montre, nous cache? L'art révélateur de vérité, il me semble que c'est une perception très idéalisée de ce qu'est l'art. Évidemment, elle est séduisante et je suis désolé, je pense que les personnes qui écoutent ce podcast pourraient m'en vouloir de briser comme ça les rêves, les idéaux. Mais on va pas se mentir, l'art c'est beaucoup compromis ces derniers temps. L'art et le divertissement marchent la main dans la main. Le divertissement se sert de l'art d'ailleurs pour arriver davantage à ses fins. Et ça devient très difficile aujourd'hui pour un auteur qui sort des sentiers battus de survivre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut taper dans les tendances, il faut faire comme font les autres, ce que je n'encourage pas du tout. Moi, je considère que c'est une erreur de faire ça. Mais les producteurs veulent voir des choses qui ont déjà été vues. C'est-à-dire que le nouveau, l'audace, c'est quelque chose qui les effraie. Voilà. On est devenu très très pleutre. Et donc là, aujourd'hui, eh bien, c'est aussi ça. C'est aussi notre lâcheté. C'est nos concessions, c'est le divertissement, donc c'est la volonté de plaire à un maximum de monde. C'est aussi la révélation de nos tendances communautaires, c'est-à-dire que quand on est beaucoup à aimer une chose, eh bien on ne tolère pas que les autres ne l'aiment pas. Donc ce qui est la preuve que les religions n'ont pas totalement disparu, ce qui est évidemment le cas, elles n'ont pas totalement disparu, mais aujourd'hui, en tout cas en Occident, elles ont beaucoup reculé, mais pour moi, elles ont été remplacées par d'autres formes. L'humain est ce qu'il est, et même si la religion disparaît, on va dire que les croyances, les dogmes, l'avis majoritaire sera toujours là. Voilà, on fera toujours du mal à ceux qui ne veulent pas penser comme la multitude, ce qui est terrible, mais j'ai l'impression que ça va être très difficile d'échapper à ça. Et donc oui, l'art, c'est très beau de le présenter comme ça, mais j'ai envie de dire que il faut se méfier des artistes lorsqu'ils parlent d'art. Voilà. C'est-à-dire que la moitié vous dira qu'elle crée pour rendre le public heureux, ça je l'entends souvent. Moi je crée, c'est pour que les gens qui en travaillent toute la journée, le soir, devant ce que j'ai créé, comme ça se changent les idées. Donc ça c'est un discours très courant. L'autre moitié vous dira que c'est pour révéler des vérités. C'est voilà, moi je crée parce que bien comme on ne peut pas parler ouvertement de certaines choses, eh bien je les cache dans mon style, dans mon art, et je les dénonce quand même, voilà. Mais je suis pas très convaincu de ça aujourd'hui. Il y a toujours des auteurs qui ont comme ça évidemment à cœur de parler de choses profondes et de manière sincère, mais ils sont très très rares. Donc je ne vais pas faire d'une exception la généralité. Il me semble qu'aujourd'hui l'art est devenu une forme de divertissement comme une autre. Je ne crois pas qu'il faille encore aujourd'hui mettre l'art sur un piédestal. Il faut au contraire s'en méfier, puisque les grandes entreprises ont parfaitement compris tout le bénéfice qu'elles ont à tirer de l'exploitation d'œuvres d'art sous couvert d'art avec un grand A, alors que ce sont simplement des divertissements.
Pour en terminer, moi je dirais, je vais donner mon... Du coup, bah oui, j'ai tapé sur les... sur les artistes qui donnent leur opinion de l'art. Donc je vais donner la mienne, comme ça ils pourront taper sur moi, et puis ce sera de bonne guerre. Et pour moi, l'art, c'est l'expression d'une personnalité. C'est-à-dire que l'auteur doit faire ce qu'il fait de mieux, et le plus sincèrement du monde, sans s'inquiéter de l'effet que produira ce qu'il a fait. Voilà, c'est-à-dire que le but, c'est vraiment de se concentrer sur ce qu'on fait, de le faire le mieux possible, et pas vraiment de penser à demain. Ne pas penser à une réussite, ne pas penser à charmer quelqu'un, ne pas penser à être séduisant, à devenir la nouvelle star. Je pense qu'il faut vraiment... Pour moi, c'est ça un grand artiste, c'est quelqu'un qui s'applique au moment présent, à faire du mieux qu'il peut. Je dirais qu'il faut regarder la route. Voilà, bon, c'est une analogie un peu grossière, mais il faut regarder la route, pas l'horizon. Imaginez des scènes imagées dans les textes, cela vous a-t-il aidé justement dans votre propre écriture ? Dans une collaboration avec une dessinatrice ? Alors il me semble que c'est justement le contraire. C'est-à-dire que ce n'est pas l'image qui m'a aidé à écrire, c'est plutôt parce que j'écris et parce que je lis que j'ai un rapport particulier à l'image. C'est-à-dire que quand on lit, on est obligé d'imaginer les scènes, hein. On est donc le réalisateur du scénario qu'on est en train de lire, hein, on tient tous les rôles, hein. On est le monteur, on est le décorateur, on est à la prise son, on est le musicien, hein, pour ceux qui sont capables d'écouter de la musique en même temps. Et donc je crois que c'est tout le contraire en fait. L'image me vient de mon travail à l'écriture. C'est-à-dire que j'ai besoin, quand j'écris, un peu comme un compositeur écrit sa partition, il va l'entendre. Eh bien c'est un peu le même procédé. C'est-à-dire que quand j'écris, je vois les scènes. Voilà. Et donc c'est l'écriture qui me fournit des images, et pas le contraire. Ce qui n'est pas le cas par exemple, des graphistes. Je pense à Hayao Miyazaki, qui conçoit ses films par des suites d'images, c'est-à-dire qu'il crée une image, et il se dit, j'aime cette image, et j'aimerais en faire une scène, et il fait une scène autour. Moi, je ne fonctionne pas du tout comme ça. Moi, j'écris un récit, et ensuite, je vois les images. Je vois les personnages, etc. Et donc, ça, effectivement, avoir la capacité je pense que je ne suis pas le seul, on est nombreux, à imager ce qu'on écrit, déjà, ça peut être effectivement très utile, mais pas seulement. C'est-à-dire que c'est d'une aide précieuse, mais en même temps, ça complique le processus créatif, parce que vous allez évidemment poser des chara-design sur vos personnages. C'est-à-dire que vous allez voir vos personnages d'une certaine manière. Et quand vous écrivez pendant longtemps, vous vous habituez au nom, aux personnages, au décor, au visuel que vous avez créé. Donc ensuite, quand vous confiez votre texte à quelqu'un qui va le dessiner, évidemment, il faut s'attendre à ce que la personne va dessiner soit assez différent de ce que vous allez faire. Et donc c'est là où il faut savoir lâcher un peu prise pour laisser les artistes qui maîtrisent un domaine qui n'est pas le vôtre, hein, donc le dessin dans mon cas, il faut les laisser assez libres d'interpréter ce que vous avez écrit. Mais la complication, c'est que parfois le texte est absolument raccord avec certains visuels. C'est-à-dire que j'ai des personnages qui, de par les dialogues, trahissent une personnalité qui se lit sur leur visage. Et donc, le chara-design, la création du personnage ne peut pas être absolument libre. Elle va dépendre de ce qui a été écrit. Et donc, je pense qu'on ne le mesure pas beaucoup, ça, mais l'écriture a un impact graphique, en fait. Voilà, c'est un truc, quand on n'écrit pas, on s'en rend pas compte, mais là, je m'adresse aux gens qui écrivent. Rassurez-vous, vous n'êtes pas seul, je vous comprends. Je sais comment ça fonctionne dans votre tête, et oui, je sais, c'est très difficile de faire comprendre ça, mais les gens qui écrivent voient des images. Voilà. Et alors, il y a des gens qui vont avoir des images qui sont parfaites, puis il y a des gens qui ont des images qu'il faut beaucoup retoucher. Voilà. Mais il se trouve que moi, mes images marchent pas trop mal, et j'ai la chance d'avoir une très bonne dessinatrice qui les comprend. C'est que maintenant, ça fait des années qu'on travaille ensemble, donc quand j'écris, elle voit les images, et les images qu'elle perçoit, aujourd'hui, sont assez raccords avec les miennes, parce que au début, sur les premiers tomes, c'était un peu plus difficile, mais aujourd'hui, on est un peu sur la même longueur d'onde, et ça aide beaucoup. Mais j'aimerais juste terminer en disant que quand on a une propension comme ça à coller des images sur son texte, ça peut être réellement problématique. Parce que si vous travaillez avec des dessinateurs qui ont un ego particulier, qui refusent de changer le moindre détail sur ce qu'ils dessinent, ça peut être difficile. Mais quand la collaboration fonctionne, je pense que le résultat est explosif. Et donc, j'encourage les auteurs qui ont une perception visuelle des choses au-delà du travail textuel, de ne pas la cacher
et d'être honnête avec leurs partenaires, leurs dessinateurs. Par exemple, pour ceux qui écrivent pour des dessinateurs comme c'est mon cas, je leur conseille d'être sincères et de dire ce qu'ils voient, mais de laisser le dessinateur adapter ça à sa façon, quitte à le réinterpréter, quitte à l'améliorer. C'est-à-dire qu'il faut pas limiter son œuvre par ses propres limites. Si vous écrivez, alors votre travail c'est l'écriture, et forcément vos images sont moins efficaces que celles de votre dessinateur, car c'est son travail à lui de faire des images efficaces. Donc il faut trouver un compromis. C'est-à-dire qu'il faut lui amener les idées, mais c'est à lui à les exprimer. Souvent je parle des réalisateurs, et je dis ça. Un réalisateur c'est quelqu'un qui exprime les idées d'un scénariste. Et je pense que c'est la définition la plus juste du réalisateur, mais je l'entends pas souvent et c'est bien dommage. Merci d'avoir écouté cet épisode bonus. Si vous n'avez pas encore écouté la face A, je vous invite à y aller. Si vous n'avez pas encore exploré d'autres épisodes de la Poésis, n'hésitez pas non plus. Et si à présent vous souhaitez voguer vers d'autres activités, qui suis-je pour vous donner des ordres ? Je vous souhaite simplement une très belle journée ou alors une très belle soirée.